Ma sœur a annoncé à Thanksgiving, maman et papa vont me céder la maison. Tu n'auras rien. Tout le monde a applaudi. J'ai souri et j'ai dit, papa, devrais-je leur dire, ou le feras-tu? Sa fourchette est tombée. Ma sœur, Mélissa, a hurlé, nous dire quoi? J'ai regardé la sauce aux érelles glisser sur le menton de mon père, tandis que sa fourchette heurtait la porcelaine fine. Le son a résonné dans la salle à manger, comme un coup de feu. La main de ma mère s'est figée à mi-chemin de son verre de vin. Autour de la table, 12 visages se sont tournés vers moi, avec des expressions allant de la confusion à la curiosité, jusqu'à une angoisse à peine dissimulée. Ma sœur, Mélissa, se tenait en bout de table, sa flûte de champagne encore levée après son toast triomphal. Elle portait sa robe la plus chère pour l'occasion, un modèle en soie bordeaux qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Son mari, Kevin, était assis à côté d'elle, un sourire narquois aux lèvres qu'il cachait dans sa serviette. Leurs jumeaux, Tyler et Mason, âgés de 7 ans, sautaient sur leur chaise, inconscients de la tension qui crépitait dans l'air, comme de l'électricité statique. J'ai 30 ans maintenant, et j'ai passé les 7 dernières années à imaginer ce moment se dérouler dans ma tête. De quoi parles-tu? La voix de Mélissa est sortie, stridente, se brisant presque sur le dernier mot. La couleur a quitté son visage parfaitement maquillé. J'ai pris une longue gorgée d'eau, laissant le moment s'étirer. Ma tante Patricia a remué sur sa chaise, mal à l'aise. Oncle Jérôme s'est éclairci la gorge. La fourchette de ma cousine Nathalie est restée suspendue à mi-chemin de sa bouche, oubliée. Papa, ai-je dit, gardant ma voix calme, presque agréable. Préfères-tu expliquer, ou devrais-je le faire? Mon père, William Chambers, semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Ses mains tremblaient alors qu'il attrapait son propre verre d'eau. Ma mère, Diane, était devenue complètement immobile, ses yeux fixés sur le centre de table de fleurs d'automne, comme si elle pouvait se fondre dans l'arrangement par la seule force de sa volonté. Il n'y a rien à expliquer, a lancé Mélissa, mais sa voix vacillait. Elle a regardé notre père, puis Kevin, qui avait cessé de sourire narquoisement. Papa, de quoi parle-t-elle? J'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti un document plié. Le papier semblait rigide et officiel entre mes doigts. Ceci est un acte de transfert de propriété, daté d'il y a 7 ans. Quand grand-mère Rose est décédée, elle n'a pas laissé la maison à maman et papa. Elle me l'a laissée à moi. Le silence qui a suivi était absolu. Même les jumeaux ont cessé de s'agiter. C'est ridicule, a dit Mélissa, mais elle était devenue pâle. Pourquoi grand-mère t'aurait-elle laissé la maison? J'ai déplié le document lentement, délibérément. Parce que c'est moi qui me suis occupé d'elle, chaque jour, pendant 3 ans, alors qu'elle luttait contre la maladie d'Alzheimer, pendant que tu étais trop occupé par ta carrière dans l'immobilier pour lui rendre visite plus de 2 fois par an. Le verre de vin de ma mère s'est renversé, le liquide rouge s'étalant sur la nappe blanche comme du sang. Elle n'a pas bougé pour nettoyer. Personne ne l'a fait. J'ai emménagé avec grand-mère quand j'avais 23 ans, ai-je continué, ma voix stable malgré les émotions qui bouillonnaient dans ma poitrine. Je lui donnais son bain. Je la nourrissais. Je restais assise avec elle pendant les nuits où elle oubliait où elle était et avait peur. J'ai renoncé à mon appartement, à ma vie sociale, à 3 années de ma vingtaine. Où étais-tu, Mélissa? J'avais une carrière, a dit Mélissa sur la défensive. J'avais des responsabilités. Moi aussi. Mais j'ai choisi grand-mère avant tout le reste. Et elle l'a remarqué. Elle l'a apprécié. Alors, 2 mois avant de mourir, alors qu'elle avait encore des moments de lucidité, elle a appelé son avocat, Grégory Simons, si vous voulez vérifier. Elle a fait transférer la maison à mon nom. Maman et papa vivent ici avec ma permission depuis 6 ans. Mon père a enfin retrouvé sa voix. Elle est sortie comme un murmure rauque. Ma chérie, nous pouvons expliquer. Le pouvez-vous? Je l'ai regardé droit dans les yeux, sentant une boule se former dans ma gorge. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez promis la maison à Mélissa, sans lui dire qu'elle n'était pas à vous? Ou pouvez-vous expliquer pourquoi vous m'avez traité comme la déception de la famille, pour avoir choisi de travailler comme infirmière au lieu de me lancer dans les affaires comme ma parfaite sœur? Mélissa a claqué sa flûte de champagne si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. C'est insensé. Maman, papa, dites-lui qu'elle ment. Ma mère a finalement bougé, épongeant le vin renversé avec sa serviette. Ses mains tremblaient. Nous pensions que nous pourrions arranger ça.
Arranger quoi? J'ai senti mon sang-froid commencer à se fissurer. Arranger le fait que votre plus jeune fille a réellement gagné quelque chose par le sacrifice et le travail acharné, au lieu de déjeuners de réseautage et de tournois de golf? Tu as toujours été la préférée de grand-mère, a rétorqué Mélissa. Elle l'a probablement manipulée pour qu'elle fasse ça pendant qu'elle était malade. N'ose pas, ma voix est sortie, assez tranchante pour couper. N'ose pas suggérer que j'ai profité d'une femme atteinte d'Alzheimer. J'ai des dossiers médicaux, des journaux intimes qu'elle tenait pendant ses périodes de lucidité, et le témoignage de ses infirmières. Grégory Simons s'est assuré que le transfert était absolument légal, et que grand-mère comprenait exactement ce qu'elle faisait. Elle a été évaluée par 2 médecins indépendants. Chaque document est blindé. Oncle Jérôme a pris la parole pour la première fois. Edna, savais-tu cela? Le sang-froid de ma mère s'est finalement brisé. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. Nous avons trouvé les papiers il y a plusieurs années. William voulait les contester, mais l'avocat a dit que c'était inattaquable, alors nous avons simplement. Nous avons décidé de faire comme si ça n'existait pas. Nous pensions que peut-être, Edna serait raisonnable. Raisonnable, ai-je répété, d'un ton plat. Vous voulez dire que vous pensiez pouvoir me harceler pour que je renonce à mon héritage? Vous pensiez que si vous me faisiez sentir assez coupable, assez petite, assez sans valeur, je vous céderais simplement une propriété d'1 million d'euros pour rendre tout le monde heureux? Ce n'est pas comme si tu en avais besoin, a interjeté Kevin. Tu es célibataire, pas d'enfant, tu loues ce minuscule appartement. Mélissa et moi avons les jumeaux, et un autre bébé en route. Nous avons besoin d'espace. Je me suis tourné pour le regarder fixement. Vous construisez une maison de 400 mètres carrés dans la banlieue. J'ai vu les publications sur Instagram. Je pense que vous vous en sortirez. Le visage de Mélissa était passé du pâle au rouge vif. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Tout ce que cette famille a fait pour moi. J'ai senti quelque chose se libérer dans ma poitrine. Tu veux dire, comme ne pas assister à ma remise de diplôme d'infirmière parce que ça coïncidait avec le dîner de promotion de Mélissa? Ou oublier mon anniversaire 3 années de suite? Ou me présenter à vos amis comme notre fille qui travaille à l'hôpital, avec ce petit sourire d'excuse? Mon père a de nouveau essayé. Edna, ma chérie, nous t'aimons. Vous aimez celle que vous voulez que je sois, ai-je dit doucement. Vous aimez la version de moi qui reste silencieuse et ne cause pas de problème, celle qui laisse Mélissa briller, qui accepte les miettes d'attention que vous me jetez et qui dit merci. Tante Patricia a pris la parole, sa voix douce. Edna, ma chère, je n'avais aucune idée que tu ressentais cela. Personne ne le savait, parce que personne n'a demandé. J'ai plié l'acte de propriété et l'ai remis dans mon sac à main. Je suis restée silencieuse à chaque rebuffade, chaque mépris, chaque événement familial où les réussites de Mélissa étaient célébrées, tandis que les miennes étaient mentionnées après coup, si elles l'étaient. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Mélissa. Son mascara avait commencé à couler, et pour la première fois depuis des années, elle avait l'air vraiment effrayée. Mettre maman et papa à la rue? J'avais réfléchi à ce moment pendant des années, depuis que j'avais surpris mes parents en train de discuter de leur plan pour transférer l'acte de propriété à Mélissa. J'avais imaginé une douzaine de scénarios différents, sans manière différente dont cette conversation pourrait se dérouler. Non, ai-je dit finalement. Je ne suis pas un monstre, malgré ce que vous semblez penser de moi. Maman et papa peuvent rester dans la maison, mais je leur vends ma part à sa juste valeur marchande. Ils ont 60 jours pour obtenir un financement ou vendre. La maison vaut environ 1,2 million. Ma moitié s'élève à 600 000. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Le visage de mon père est devenu cendré. Nous n'avons pas ce genre d'argent, a-t-il murmuré. Alors vous devrez déménager dans plus petit. Il y a plein de jolis appartements dans le coin. 2 chambres, c'est beaucoup plus gérable pour 2 personnes dans la soixantaine. J'ai gardé une voix professionnelle, détachée. C'était la seule façon de traverser ça sans m'effondrer. Tu ne peux pas faire ça, a dit Mélissa, mais sa voix manquait de conviction. En fait, si. J'ai déjà consulté mon propre avocat, Benjamin Shaw, si ça vous intéresse. Il dit que je suis plus que généreuse en proposant de vendre, au lieu de simplement leur demander de partir, puisqu'ils vivent ici sans contrat de location. Les jumeaux s'étaient mis à pleurer,
Sentant l'attention des adultes même s'ils ne la comprenaient pas, Nathalie s'est levée tranquillement et les a emmenés dans l'autre pièce. J'ai apprécié ce geste plus que je ne saurais le dire. Pourquoi maintenant? A demandé ma mère à travers ses larmes. Pourquoi soulever ça à Thanksgiving? Parce que Mélissa a annoncé ses projets à Thanksgiving, ai-je dit simplement. Parce que vous étiez tous prêts à célébrer le vol de mon héritage pendant que j'étais assise ici, à sourire. Parce que j'en ai marre d'être invisible dans ma propre famille. Kevin s'est levé brusquement. C'est insensé. Mélissa, nous partons. Asseyez-vous, ai-je dit, et quelque chose dans ma voix l'a fait se figer. Je n'ai pas terminé. Vous avez demandé pourquoi grand-mère Rose m'a laissé la maison. Laissez-moi vous raconter la dernière conversation que nous avons eue avant sa mort. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de mémo vocales. Mes mains tremblaient en appuyant sur lecture. La voix de grand-mère Rose, fine et vacillante mais indubitablement la sienne, a rempli la pièce. Edna, ma chérie, tu dois m'écouter pendant que je peux encore penser clairement. Je te laisse la maison. Ta mère et ton père, ils t'aiment, mais ils ne te voient pas. Ils ne t'ont jamais vu. Mélissa a toujours été la plus brillante, celle qui correspondait à ce qu'ils voulaient. Mais toi, ma chérie, tu as un bon cœur. Tu es restée avec moi quand j'avais peur et que j'étais confuse. Tu m'as tenu la main pendant les mauvaises nuits. Tu m'as chanté des chansons quand je ne me souvenais plus de mon propre nom. Ce genre d'amour, ce genre de dévouement, ça signifie quelque chose. Ça signifie tout. Ne les laisse pas te rabaisser. Ne les laisse pas prendre ce que tu as mérité. Promets-le-moi. Ma propre voix, plus jeune et en larmes, a répondu « Je te le promets, grand-mère ». L'enregistrement a pris fin. Le silence dans la pièce pesait comme un poids physique. Ma mère sanglotait ouvertement maintenant. Mon père avait la tête dans les mains. Mélissa se tenait là, figée, des larmes coulant sur son visage. Je lui ai fait une promesse, ai-je dit doucement, et je la tiens. Non pas parce que je veux blesser qui que ce soit, mais parce que je dois respecter le choix de quelqu'un qui m'a réellement vu pour ce que je suis. Tante Patricia s'est levée et a fait le tour de la table. Elle m'a serré dans ses bras, et je me suis senti commencer à trembler. Je suis fier de toi, ma chérie, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Il était grand temps que quelqu'un se lève dans cette famille. Oncle Jérôme a hoché la tête lentement. Rose était la femme la plus intelligente que j'ai jamais connue. Si elle a fait ce choix, elle avait une bonne raison. Mais nous sommes une famille, a plaidé ma mère. Une famille est censée prendre soin les uns des autres. Tu as raison, ai-je convenu. Et j'ai pris soin de grand-mère Rose quand elle en avait besoin. Je vous donne des options maintenant, ce qui est plus de considération que ce que vous aviez prévu de me donner. Vous pouvez me racheter ma part, ou vous pouvez vendre la maison et nous partageons les bénéfices. Ce sont des choix équitables. Nous serons ruinés financièrement, a dit mon père. Vous déménagerez dans plus petit, ai-je corrigé. Il y a une différence. Il vous restera assez d'argent de la vente pour acheter un logement plus petit sans crédit, et il vous restera encore de l'épargne pour la retraite. J'ai fait le calcul. Croyez-moi, j'ai eu 2 ans pour y réfléchir. Mélissa s'est affalée sur sa chaise. Son moment de triomphe s'était transformé en cendres. J'avais des projets pour cette maison. J'allais la rénover, en faire quelque chose de spectaculaire. Ces projets étaient basés sur quelque chose qui ne t'a jamais appartenu, ai-je dit gentiment. Je suis désolé que tu sois déçu. Vraiment. Mais je ne peux pas sacrifier mon avenir pour te rendre heureuse. J'ai fait ça toute ma vie, et ça s'arrête maintenant. Nathalie est revenue avec les jumeaux, qui s'étaient calmés. Elle m'a offert un petit sourire de soutien. Nous avions toujours été proches, enfants, avant que la dynamique familiale ne nous ait poussés dans des coins séparés. Je les aiderai avec la mise en vente si ça en arrive là, a-t-elle dit à voix basse. J'ai des contacts dans l'immobilier. Merci, ai-je dit, sincèrement. Kevin a aidé Mélissa à se relever. Elle m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De la peine, de la colère, et peut-être, juste peut-être, une infime lueur de compréhension. Je ne savais pas, a-t-elle dit finalement, ce que tu ressentais, à propos de tout ça. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. Aucun de vous ne l'a fait. Ils sont partis sans dire au revoir, les jumeaux s'agrippant aux mains de leur mère. La porte s'est refermée derrière eux avec un léger déclic, qui sonnait comme une fin.
Les membres de la famille restants étaient assis dans un silence gêné. La dinde était à moitié découpée sur son plat. La purée de pommes de terre avait refroidi. Plus personne ne semblait avoir faim. Que se passe-t-il maintenant, a finalement demandé mon père. Maintenant, vous décidez de ce que vous voulez faire, ai-je dit. Je vous donne une semaine pour en discuter, mais l'offre expire dans 60 jours, quoi qu'il arrive. J'ai déjà obtenu un prêt immobilier pour une petite maison de l'autre côté de la ville. J'avance dans ma vie, d'une manière ou d'une autre. Ma mère a tendu la main sur la table, sa main tremblante. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu as raison sur tout. Nous t'avons laissé tomber. J'ai regardé sa main un long moment avant de la prendre. Sa peau semblait parcheminée et froide. J'apprécie les excuses, mais les excuses ne changent pas le passé. Elles n'ont d'importance que si elles changent l'avenir. Pouvons-nous arranger ça, a-t-elle demandé désespérément. Y a-t-il un moyen d'arranger ça? Je ne sais pas, ai-je admis. Ça dépend si vous êtes prêt à me voir vraiment, au lieu de l'idée de ce que vous vouliez que je sois. Ça dépend si vous pouvez me traiter avec le même respect que vous accordez automatiquement à Mélissa. Ça dépend de beaucoup de choses. Oncle Jérôme s'est levé et s'est étiré. Eh bien, c'est le Thanksgiving le plus intéressant auquel j'ai assisté en 40 ans. Patricia, on rentre? Tante Patricia m'a embrassé sur le front avant de partir. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-elle murmuré. Et je dis bien, quoi que ce soit. Tu as bien fait, ma chérie. En 20 minutes, tout le monde était parti, sauf mes parents et moi. Nous étions assis au milieu des ruines du repas de fête. 3 personnes qui avaient vécu comme une famille, mais qui n'avaient jamais vraiment réussi à en être une. J'aurai besoin d'une réponse formelle d'ici une semaine, ai-je dit en me levant. Benjamin Shaw vous contactera avec les termes spécifiques et les documents. Tout se fera dans les règles, et légalement. Où passeras-tu Noël, a soudainement demandé ma mère. Je n'ai pas encore décidé. Peut-être que je ferai du bénévolat à l'hôpital. Il faut bien que quelqu'un travaille pendant les fêtes. Mon père m'a enfin regardé droit dans les yeux. Nous as-tu jamais vraiment pardonné d'avoir choisi Mélissa? Vous n'avez jamais demandé pardon, ai-je souligné. On ne peut pas être absous de quelque chose que l'on ne reconnaît pas avoir mal fait. J'ai pris mon sac à main et mon manteau. Sur le seuil, je me suis arrêté et j'ai regardé la maison qui avait été la fierté et la joie de ma grand-mère. La maison où j'avais passé 3 des années les plus difficiles, et les plus significatives de ma vie. La maison qui représentait à la fois mon plus grand sacrifice et ma plus grande récompense. Grand-mère Rose disait que l'amour sans respect n'est que de la manipulation, déguisée sous un joli masque, ai-je dit doucement. Je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. Je suis sorti dans le froid de novembre, laissant mes parents assis en silence à leur table de salle à manger. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. C'était Nathalie. Un café demain? Je pense qu'on a des choses à se rattraper. J'ai souri pour la première fois de la soirée. Avec plaisir. En m'éloignant de la maison en voiture, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Pas tout à fait la liberté, mais son commencement. Le choix de m'honorer, d'exiger le respect au lieu de mendier des miettes d'approbation. Grand-mère Rose m'avait donné plus qu'une maison, elle m'avait donné la permission de me défendre. Le trajet de retour à mon appartement a duré 20 minutes, à travers des rues décorées de couronnes de Thanksgiving et de décorations de récolte. Mes mains serraient le volant plus fort que nécessaire, mes jointures blanches contre le cuir noir. L'adrénaline de la confrontation commençait à s'estomper, remplacée par un épuisement creux qui me faisait mal aux os. Quand j'ai finalement monté les escaliers jusqu'à mon appartement du 3e étage, je me suis retrouvé incapable de tourner la clé. Mes mains tremblaient trop. Je suis resté là, dans le couloir, écoutant la télévision de Madame Rodriguez à travers sa porte, sentant l'odeur du dîner de dinde de quelqu'un qu'on réchauffait, et finalement, je me suis laissé pleurer. Les sanglots venaient de très profond, des années de peine ravalées qui se déversaient en vagues haletantes. J'ai glissé le long de ma porte et je me suis assise sur la moquette usée, sans me soucier de qui pourrait me voir. 28 ans à être le second choix, à être une pensée après coup, à regarder ma sœur recueillir des éloges pour le simple fait d'exister, pendant que je me tuais à la tâche pour des miettes de reconnaissance. Mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même, la voix épaisse de larmes. Mademoiselle Chambers? C'est Benjamin Shaw. Je voulais prendre de vos nouvelles après les événements d'aujourd'hui.
Je sais que des confrontations comme celle-ci peuvent être éprouvantes émotionnellement. J'ai essuyé mon visage avec ma manche. C'est gentil de votre part. Je gère. Vraiment? Son ton était doux. D'après mon expérience, faire ce qui est juste ne fait pas toujours du bien immédiatement. Parfois, on a l'impression d'avoir mis le feu à son monde entier. C'est une description assez juste, ai-je admis. Aviez-vous des projets familiaux aujourd'hui? Ma fille reçoit. J'ai environ 1 heure avant de devoir y aller, alors j'ai pensé appeler. Parfois, ça aide de parler des implications juridiques quand les émotions sont à vif. Je me suis levé et j'ai enfin réussi à déverrouiller ma porte. Quelles implications juridiques? Je pensais que tout était solide. Ça l'est. Mais votre famille va probablement essayer plusieurs approches au cours des prochains jours. Je veux que vous soyez prête. J'ai entendu des papiers se froisser à l'autre bout du fil. Premièrement, ils pourraient tenter d'invoquer l'influence indue. C'est pourquoi l'enregistrement de votre grand-mère est si crucial. Gardez plusieurs copies à différents endroits. Déjà fait. Stockage en ligne, clé USB, et une copie chez vous. Bien. Deuxièmement, il pourrait essayer de faire valoir que vous vous êtes enrichi injustement en vivant sans loyer pendant 6 ans. Pouvez-vous prouver que vous avez payé pour les soins de votre grand-mère, les frais médicaux, l'entretien de la maison? J'ai enlevé mes chaussures et je me suis affalé sur mon canapé élimé. J'ai des reçus pour tout. Les médicaments, les visites chez le médecin, les aides à domicile, les factures d'épicerie. J'ai tenu des registres méticuleux parce que je savais que mes parents pourraient contester les dépenses. Excellent. Troisièmement, et c'est important, il pourrait essayer de vous approcher de manière informelle au cours des prochains jours. Appels émotionnels, culpabilisation, d'autres membres de la famille agissant comme intermédiaires. Documentez tout. S'ils vous envoient un email ou un texto, sauvegardez-le. S'ils appellent, prenez des notes. S'ils se présentent en personne, vous n'êtes nullement obligé de leur parler. Vous pensez qu'ils vont se présenter ici? Je pense que votre mère le fera. Oui, probablement dans les 48 heures. Elle pleurera, s'excusera, vous suppliera de reconsidérer votre décision. Elle pourrait amener votre sœur. Ils présenteront ça comme une volonté de régler les choses en famille, sans avocat. J'ai pensé au visage de ma mère à table, à la façon dont elle m'avait regardé comme si j'étais une étrangère. Que devrais-je faire si ça arrive? C'est entièrement votre choix. Mais quoi que vous décidiez, ne faites aucune promesse ni aucun accord sans me consulter d'abord. Les gens disent des choses sous le coup de l'émotion qu'ils regrettent plus tard, et les accords verbaux peuvent compliquer les choses. Nous avons parlé pendant encore 30 minutes de logistique, de délai et d'éventualité. Quand nous avons raccroché, je me sentais plus stable. Avoir un plan, comprendre le processus, aider à transformer le chaos en quelque chose de gérable. J'ai réchauffé une boîte de soupe et je l'ai mangée, debout à mon comptoir de cuisine, en regardant le carrelage ébréché que je voulais remplacer depuis 2 ans. Cet appartement était ma maison depuis que j'avais quitté celle de grand-mère Rose après sa mort. 60 mètres carrés d'indépendance, d'espace qui était entièrement à moi, même si ce n'était pas grand-chose. Le lendemain matin, Nathalie s'est présentée à ma porte avec du café et des bagels. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux habituellement parfaits attachés en une queue de cheval désordonnée. Maman m'a appelé à minuit, a-t-elle dit en entrant dans l'appartement. Elle voulait que je te raisonne. Je lui ai dit que tu étais la seule personne à cette table hier qui avait du sens. C'était si terrible après mon départ? Nathalie s'est installée sur mon canapé avec son café. Papa s'est enfermé dans son bureau. Maman a pleuré pendant environ 3 heures d'affilée. Oncle Jérôme leur a dit à tous les deux qu'ils l'avaient bien cherché, ce qui n'est pas très bien passé. Tante Patricia a dit à maman qu'elle avait été une mère terrible pour toi, ce qui est passé encore moins bien. Oh non. Aussi. Il y a eu des cris. Patricia a mentionné chaque fois, au cours des 10 dernières années, où il t'avait négligé au profit de Mélissa. C'était brutal, et assez glorieux. Nathalie a pris une bouchée de son bagel. Je n'avais aucune idée à quel point c'était grave, Edna. Je veux dire, je savais qu'ils avaient des préférences, mais je ne réalisais pas l'ampleur de la situation. Je suis devenu doué pour cacher à quel point ça faisait mal. J'ai entouré ma tasse de mes mains, savourant la chaleur. Si je faisais des histoires, j'étais dramatique. Si j'essayais de rivaliser avec Mélissa, j'étais jalouse et mesquine.
Le seul coup gagnant était de me faire toute petite et d'accepter l'attention qu'il me jetait. C'est tellement tordu, a dit Nathalie en secouant la tête. Ma mère m'a demandé de te parler pour peut-être trouver un compromis. Je lui ai dit que je ne te ferais pas ça. J'apprécie. Mais je veux comprendre quelque chose. Elle a posé son café et m'a regardé droit dans les yeux. Pourquoi maintenant? Tu savais pour la maison depuis 6 ans. Tu aurais pu le leur dire à n'importe quel moment. Je continuais d'espérer qu'ils me verraient, sans que j'aie à les y forcer. Je continuais de penser que si j'étais assez patiente, assez gentille, assez réussie à ma manière, ils finiraient par reconnaître ma valeur. Mais quand je les ai entendus prévoir de donner la maison à Mélissa, j'ai réalisé qu'ils ne le feraient jamais. Ils avaient écrit un récit où Mélissa était l'enfant prodige et moi, le personnage secondaire, et rien de ce que je ferais ne changerait jamais cette histoire. Quand les as-tu entendus? Il y a 2 ans. Je suis passé déposer le cadeau d'anniversaire de maman un jour en avance. Ils étaient dans la cuisine, ils ne m'ont pas entendu entrer. Papa disait qu'il devait trouver un moyen de transférer correctement la maison à Mélissa avant que je ne m'en rende compte. Maman a suggéré de m'offrir peut-être 20 000 € comme prix de consolation, comme si je devais être reconnaissante pour les miettes. Les yeux de Nathalie se sont écarquillés. 20 000 pour une maison qui en vaut plus d'1 million? C'est ce que je valais pour eux. Un paiement symbolique pour apaiser leur conscience. J'ai senti la vieille colère remonter et je l'ai refoulée. Je suis resté dans ce couloir, à les écouter discuter de la manière de me voler mon héritage, et quelque chose en moi s'est juste brisé. Ou peut-être que ça a finalement guéri. J'ai appelé Benjamin Shaw le lendemain. Donc, hier était le fruit de 2 ans de préparation. Chaque mot, chaque réponse. Benjamin et moi avons répété différents scénarios. Il m'a prévenu que les confrontations publiques se passent rarement bien, mais j'avais besoin qu'il l'entende devant toute la famille. J'avais besoin de témoins de la vérité. Nathalie est restée 1 heure de plus et nous avons parlé de tout, des souvenirs d'enfance aux projets d'avenir. Elle m'a parlé de son travail en marketing, de sa vie amoureuse désastreuse, de ses rêves de créer sa propre agence. C'était le genre de conversation que nous avions autrefois régulièrement, avant que la politique familiale ne creuse un fossé entre nous. Après son départ, j'ai nettoyé mon appartement et j'ai essayé de me concentrer sur des tâches normales, la lessive, la vaisselle, payer les factures. Mais mon esprit revenait sans cesse à l'expression sur le visage de mon père quand sa fourchette était tombée, au bruit de la flûte de champagne de Mélissa heurtant la table, au vin de ma mère s'étalant sur la nappe blanche comme une accusation. L'appel que je redoutais est arrivé le dimanche soir. Le numéro de ma mère s'est allumé sur mon écran de téléphone. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Edna, ma chérie, s'il te plaît, ne raccroche pas, sa voix était rauque, probablement à force d'avoir pleuré. J'écoute. Pouvons-nous nous voir? Juste toi et moi. J'ai besoin de te parler en personne. Maman, tout ce que tu veux dire peut être dit par téléphone. S'il te plaît, ma chérie. Il y a tellement de choses que je dois expliquer, pour lesquelles je dois m'excuser. Je ne peux pas le faire comme ça. Donne-moi 1 heure de ton temps. C'est tout ce que je demande. Contre toute attente, j'ai accepté de la rencontrer pour déjeuner le lendemain, dans un restaurant tranquille à mi-chemin entre nos 2 domiciles. J'ai envoyé un texto à Benjamin pour le prévenir, et il m'a rappelé de ne rien signer et de ne faire aucune promesse. Le restaurant était presque vide le lundi après-midi, juste une poignée d'habitués occupant les banquettes d'angle. Ma mère est arrivée 5 minutes en avance, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Elle avait visiblement vieilli pendant le week-end, de nouvelles rides gravées autour de ses yeux et de sa bouche. Merci d'être venue, a-t-elle dit en se glissant dans la banquette en face de moi. Nous avons commandé du café et des sandwichs que ni l'une ni l'autre ne mangerait. La serveuse, une femme plus âgée nommée Dorothy, a senti la tension et nous a laissés tranquilles après avoir servi nos plats. Ton père voulait venir, a commencé ma mère, mais je lui ai dit que ça devait être juste nous. De femme à femme, de mère à fille. D'accord. Elle tordait sa serviette dans ses mains, une habitude nerveuse que j'avais héritée. Je ne sais pas par où commencer. Comment s'excuser pour des années d'échecs? Comment expliquer l'inexplicable? Tu pourrais commencer par la vérité. Elle a hoché la tête, des larmes déjà en formation. La vérité, c'est que Mélissa était plus facile à aimer. Pas meilleure, pas plus méritante, juste plus facile. Elle voulait ce que nous voulions pour elle.
Elle s'intégrait parfaitement à notre monde. Toi, tu as toujours été l'enfant de ta grand-mère, indépendante, réfléchie, déterminée à tracer ton propre chemin. Ça nous a fait peur. Alors, vous m'avez puni d'être moi-même. Nous ne le voyons pas comme une punition. Nous le voyons comme une orientation, essayant de te guider vers ce que nous pensions être le succès. Les affaires, la finance, quelque chose de prestigieux. Elle a finalement croisé mon regard. Nous avions tort. Nous avions si désespérément tort, et je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas le réparer, maman. Tu peux seulement le reconnaître, et faire mieux à l'avenir. C'est ce que je veux. Une chance de faire mieux, d'avoir une vraie relation avec toi. Elle a tendu la main sur la table et je l'ai laissé prendre la mienne. Mais je dois aussi te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. Est-ce que c'est à propos de l'argent, ou est-ce pour nous forcer enfin à te voir? J'ai retiré ma main. C'est une question de respect. Grand-mère Rose respectait mes choix, mes sacrifices, ma valeur. Elle a montré ce respect de la manière la plus concrète possible. Toi et papa, vous avez passé près de 30 ans à me montrer le contraire. L'argent n'est que la preuve tangible de quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, tu ne reconsidéreras pas ta décision. Tu ne nous laisseras pas garder la maison. Je vous ai offert des conditions équitables. Vous pouvez me racheter ma part, ou vendre et partager. Ces options sont toujours sur la table. Nous n'avons pas les moyens de te racheter, tu le sais bien. La maison est payée, mais nous n'avons pas 600 000 € de liquidité. Nous devrions contracter un énorme prêt à notre âge, et aucune banque ne nous accordera ce genre d'hypothèque sur la pension de ton père et mon revenu à temps partiel. Alors vous vendez et vous déménagez dans plus petit. Maman, tu agis comme si je vous forçais à la pauvreté. Vous repartirez avec plus d'un demi-million d'euros après le partage de la vente. C'est plus que suffisant pour acheter un bel appartement et avoir encore une épargne retraite substantielle. Mais c'est notre maison. Nous y vivons depuis 30 ans, nous y avons élevé nos filles. Ton père a construit cette terrasse. J'ai planté chaque fleur de ce jardin. Ça ne signifie rien. C'était d'abord la maison de grand-mère Rose. Elle y a vécu 50 ans avant que vous n'emménagiez. Et oui, vos contributions signifient quelque chose, c'est pourquoi je suis juste dans le partage. Mais vous ne pouvez pas revendiquer la propriété de quelque chose qui ne vous a jamais appartenu légalement. Le visage de ma mère s'est décomposé. Mélissa m'a appelé ce matin. Elle a dit qu'elle ne me pardonnerait jamais si nous perdions cette maison. Elle avait des projets, Edna. Elle allait la rénover, la rendre spectaculaire, la transmettre à ses enfants. Cela l'a détruit. Les projets de Mélissa étaient basés sur une propriété volée. Je suis désolé qu'elle soit déçue, mais sa déception n'est pas ma responsabilité. J'ai senti ma voix se durcir. Tu es en train de le faire, là, maintenant, tu t'en rends compte? Tu es ici, soi-disant pour t'excuser auprès de moi, pour construire un pont, mais en réalité, tu es ici pour plaider la cause de Mélissa. Même maintenant, même après tout, elle reste ta priorité. Ce n'est pas juste. Tu n'as pas appelé pour savoir comment j'allais, comment je gérais le fait d'avoir fait exploser ma famille à Thanksgiving. Tu as appelé pour plaider le cas de Mélissa. Tu es venu ici en espérant me faire changer d'avis pour son bien, pas pour réparer sincèrement notre relation. La vérité de mes paroles s'est abattue sur la table comme un brouillard épais. Ma mère fixait son sandwich intact, des larmes coulant sur l'assiette. Tu as raison, a-t-elle finalement murmuré. Oh, mon Dieu, tu as absolument raison. Je suis venu ici avec une idée derrière la tête. Je me suis dit que c'était pour nous, mais en réalité, j'espérais arranger les choses pour Mélissa. Au moins, tu peux l'admettre. Est-ce que ça compte pour quelque chose? J'ai réfléchi attentivement à la question. C'est un début. Mais maman, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne vous déteste pas, ni toi, ni papa, ni Mélissa. Je ne veux pas détruire la famille. Mais je ne peux pas non plus continuer à me sacrifier pour maintenir tout le monde uni. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, et ça a failli me détruire. De quoi as-tu besoin de notre part, a-t-elle demandé. Dis-moi ce qui pourrait arranger les choses. J'ai besoin que vous me voyiez. Que vous me voyiez vraiment, pas la version de moi que vous aimeriez que je sois. J'ai besoin que vous respectiez mes choix, même s'ils sont différents de ceux que vous choisiriez.
J'ai besoin que vous arrêtiez de me comparer à Mélissa et de me trouver insuffisante. J'ai besoin que vous reconnaissiez que le métier d'infirmière est une profession précieuse et honorable, et que je suis doué pour ça. Tu es une excellente infirmière. Tes patients t'adorent. Comment le saurais-tu? Tu ne m'as jamais rendu visite au travail. Tu ne m'as jamais posé de questions sur mes patients ou sur ma journée. Tu connais chaque détail des transactions immobilières de Mélissa, mais rien de ce que je fais. Elle a tressailli. Tu as raison. Je ne sais rien de ta vie professionnelle. J'ai eu une patiente le mois dernier, une petite fille atteinte de leucémie, 8 ans, terrifiée par les traitements. J'ai passé 3 heures avec elle une nuit où elle ne pouvait pas dormir, à lui lire des histoires, à lui tenir la main pendant les nausées. Sa mère m'a écrit une lettre disant que j'avais rendu une situation insupportable, supportable. Cette lettre signifiait tout pour moi. J'ai senti ma gorge se serrer. Je voulais la partager avec vous, pour vous montrer que mon travail a de l'importance, mais je savais que vous feriez un commentaire sur le fait que c'était gentil que j'aide les gens, avec ce ton qui implique que c'est gentil, mais pas impressionnant. Alors, je l'ai gardée pour moi. Je veux voir la lettre. Non, tu ne veux pas. Tu veux vouloir la voir. Il y a une différence. Je me suis levé et j'ai sorti mon portefeuille. Je dois y aller. Réfléchis à ce que j'ai dit. Si tu veux sincèrement une relation avec moi, basée sur qui je suis vraiment, je suis ouverte à cela. Mais ça doit être réel. Fini de faire semblant. Fini de donner la priorité aux sentiments de Mélissa par rapport aux miens. Fini de me traiter comme une pensée après coup. Attends, a-t-elle dit en attrapant mon poignet. La situation de la maison. Quel est le délai? 90 jours à compter de Thanksgiving pour donner une réponse. Ça vous laisse le temps d'explorer vos options. Benjamin Shaw a tous les détails. J'ai laissé de l'argent pour les 2 repas et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma supérieure à l'hôpital. Peux-tu prendre un service demain? Jenny est malade. J'ai répondu immédiatement. Oui. Le travail était le seul endroit où je me sentais compétente, appréciée, nécessaire. L'hôpital avait besoin de moi d'une manière dont ma famille n'avait jamais eu besoin. Mes patients me regardaient avec gratitude et confiance. Mes collègues respectaient mes compétences et mon jugement. Aux urgences, il n'y avait aucune ambiguïté sur ma valeur. Le lendemain matin, je suis arrivé à l'hôpital à 6 heures pour un service de 12 heures. Le service était déjà bondé, la salle d'attente pleine des urgences du lundi matin. Je me suis jeté dans le travail avec soulagement, laissant les rythmes familiers du triage et du traitement repousser tout le reste. Vers midi, un des médecins, Michael Garrett, m'a trouvé en train de réapprovisionner un chariot de fournitures. Nous travaillons ensemble depuis 3 ans et avions développé une amitié facile et professionnelle. Edna, ça va? Tu as l'air épuisé. Week-end difficile. Tu veux en parler? Je me suis surprise en disant oui. Nous avons pris un café pendant un rare moment de calme et je lui ai donné la version abrégée du dîner de Thanksgiving. Il a écouté sans interrompre, son expression pensive. Donc, tu as hérité de la maison de ta grand-mère il y a 7 ans, tes parents y ont vécu en pensant qu'elle était à eux, et tu as lâché cette bombe à Thanksgiving. En gros. C'est soit incroyablement courageux, soit incroyablement imprudent. Peut-être les deux. Probablement les deux, ai-je admis. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait. Les dynamiques familiales sont compliquées, mais le droit de la propriété ne l'est pas. La maison est à toi. La manière dont tu gères ça, c'est à toi de voir. Il a remué du sucre dans son café. Mes parents ont essayé quelque chose de similaire avec ma sœur et moi. Ils nous avaient promis un héritage égal à tous les deux, puis ont essayé de tout donner à mon frère parce qu'il avait des enfants et pas nous. Ça a explosé. C'est devenu moche. Comment ça s'est terminé? Avec des documents juridiques clairs et des relations très étranges pendant environ 2 ans. Mais finalement, tout le monde s'est adapté. Mon frère a réalisé qu'il n'avait pas droit à tout, juste parce qu'il s'était reproduit. Mes parents ont appris que l'équité compte plus que la commodité. Nous allons bien maintenant, mais ça a pris du temps et beaucoup de conversations inconfortables. C'est étrangement rassurant. Le changement est douloureux. Le changement nécessaire est souvent le plus douloureux de tous. Il a vérifié sa montre. La pause est terminée. Prête à retourner sauver des vies? Toujours.
Le service est passé en un éclair de patients et de procédures. Un ouvrier du bâtiment avec un bras cassé, un enfant avec une grave réaction allergique, un homme âgé avec des douleurs thoraciques, un adolescent qui avait chuté de son vélo. Chaque cas exigeait toute mon attention, mes connaissances, ma compassion. C'est là que j'appartenais, où mes compétences comptaient, où je faisais une différence tangible. Vers 20 heures, alors que je terminais ma documentation, une des infirmières s'est approchée de moi. « Edna, il y a quelqu'un dans la salle d'attente qui te demande. » Elle dit que c'est ta sœur. Mon estomac s'est noué. Dis-lui que je travaille et que je ne peux pas parler. Je l'ai fait. Elle dit qu'elle attendra. J'ai terminé mes dossiers et j'ai pointé, me préparant mentalement à la confrontation. Mélissa était assise dans un coin de la salle d'attente, semblant déplacée dans ses vêtements de marque au milieu des malades et des blessés. Quand elle m'a vu, elle s'est levée rapidement. « Tu ne peux pas simplement débarquer sur mon lieu de travail, » ai-je dit avant qu'elle ne puisse parler. « Tu ne répondais pas à mes appels. » Que étais-je censé faire? Respecter mes limites. S'il te plaît, Edna, 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Nous sommes sortis sur le parking. L'air de novembre était froid et humide, promettant de la pluie. Mélissa a resserré son manteau autour d'elle, et j'ai remarqué pour la première fois à quel point elle était enceinte, 3 mois, peut-être un peu plus. Félicitations pour le bébé, ai-je dit sèchement. Merci, a-t-elle dit en touchant son ventre par réflexe. C'est en partie pour ça que je suis là. J'ai besoin que tu comprennes ce que cette maison signifie pour moi, pour ma famille. Mélissa, non. S'il te plaît, laisse-moi finir. Je ne suis pas là pour te culpabiliser ou te convaincre de renoncer à ce qui t'appartient. Je suis là pour expliquer quelque chose que j'aurais dû expliquer il y a des années. J'ai croisé les bras et j'ai attendu. L'entreprise de Kevin a fait faillite l'année dernière. Nous avons d'énormes dettes. Carte de crédit, prêt, tout. Nous avons fait semblant d'avoir une vie réussie parce que je ne pouvais pas supporter que les gens sachent que nous avions des difficultés. La nouvelle maison, nous ne pouvons pas nous la permettre en réalité. Nous comptions sur la maison de maman et papa pour nous sauver. Nous allions y vivre sans loyer, vendre notre maison, et utiliser cet argent pour rembourser nos dettes. Je ne savais pas, bien sûr que non. J'ai fait en sorte que personne ne le sache. La imparfaite Mélissa n'échoue jamais, n'est-ce pas? Elle a ri amèrement. Mais j'ai échoué. Mes investissements ont coulé, l'entreprise de Kevin s'est effondrée, et nous nous noyons. Cette maison devait être notre radeau de sauvetage. Je suis désolé que vous traversiez cela. Sincèrement. Mais ça ne change rien. Je sais. Je sais que non. Et je ne te demande pas de changer d'avis. Je te demande de comprendre que lorsque j'ai annoncé le transfert de la maison à Thanksgiving, je n'essayais pas de t'humilier. J'essayais désespérément d'assurer l'avenir de ma famille. C'était égoïste et irréfléchi, mais ça venait de la peur, pas de la méchanceté. Tu aurais pu me parler, demander de l'aide. Nous sommes censés être des sœurs. Le sommes-nous, vraiment? Elle m'a regardé avec une clarté surprenante. Nous n'avons jamais été proches, Edna. Nous avons été des concurrentes, des rivales, des étrangères vivant sous le même toit. Je ne connais pas ton film préféré, ni ta plus grande peur, ni ce dont tu rêves. Tu ne connais pas les miens. Nous sommes sœurs par le sang, mais pas par choix. La vérité de ces mots m'a piqué. Alors, que veux-tu de moi maintenant? Rien. Absolument rien. Je voulais juste que tu saches que je t'ai entendu à Thanksgiving. J'ai entendu chaque mot que tu as dit, sur le fait d'être invisible, sur le fait que nous ne te voyons pas. Tu avais raison. Nous ne te voyons pas, parce que nous ne voulions pas. C'était plus facile de te garder dans le rôle que nous t'avions assigné. Et maintenant? Et maintenant, j'essaie de comprendre qui je suis, alors que la vie parfaite que je me suis construite s'effondre autour de moi. Maman et papa vendront la maison. Kevin et moi déclarons faillite. Nous recommencerons à zéro, ce qui est terrifiant, et peut-être exactement ce dont nous avons besoin. Elle a essuyé ses yeux. Je n'attends ni pardon ni réconciliation. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé, pour tout. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Cet enregistrement de Grand-mère Rose. Quand tu l'as joué, ça m'a détruite. Pas à cause de la maison, mais parce que j'ai réalisé que pendant que je bâtissais mon empire,
tu étais assise avec une femme mourante, lui tenant la main dans ses pires moments. Tu as sacrifié des années de ta vie pour quelqu'un qui avait besoin de toi, et je ne l'ai même pas remarqué. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que tu étais concentré sur ta propre vie, ai-je dit. Ce n'est pas un crime. Peut-être pas, mais ce n'est pas non plus quelque chose dont on peut être fier. Elle s'est éloignée vers sa voiture, les épaules voûtées contre le vent. Je suis resté longtemps sur le parking après son départ, digérant la conversation. Une partie de moi se sentait justifiée par ses excuses et son aveu. Une autre partie se sentait simplement triste pour nous deux, pour la relation que nous n'avions jamais eue, et que nous n'aurions probablement jamais. Les 90 jours qui ont suivi se sont écoulés avec une lenteur angoissante. Mes parents ont engagé leur propre avocat pour examiner les documents, espérant trouver une faille. Il n'y en avait pas. Grégory Simons avait été minutieux, et grand-mère Rose avait été déterminée. Finalement, ils ont choisi de vendre. Le marché immobilier était porteur, et la maison s'est vendue pour 1,3 million. Après les frais d'agence et les frais de clôture, j'ai reçu ma part, 628 000 euros. Mélissa ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Quand elle a finalement appelé, sa voix était petite et incertaine. Le bébé est une fille, a-t-elle dit. Nous allons l'appeler Rose. J'ai fermé les yeux, sentant les larmes piquer derrière mes paupières. Grand-mère aurait adoré ça. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à la façon dont nous t'avons traité. Tu avais raison. Elle a fait une pause. Je suis désolé de ne l'avoir jamais vue. Je suis désolé d'avoir été si prise par ma propre vie que je n'ai pas remarqué à quel point tu sacrifiais. Merci, ai-je dit doucement. Ça signifie quelque chose. Voudrais-tu venir à la fête prénatale? Sans pression. Je comprends si tu ne peux pas. J'y ai réfléchi un long moment. Envoie-moi les détails. Je te tiendrai au courant. Je suis allé à la fête prénatale. J'ai acheté une magnifique courte pointe faite à la main, avec des roses brodées dessus. Mélissa a pleuré en l'ouvrant. Mes parents ont déménagé dans un appartement de 2 chambres, dans une belle résidence pour retraités. Il semble plus petit, en quelque sorte diminué par ce changement, mais aussi étrangement plus en paix. Ma mère a commencé à faire du bénévolat dans un centre de soins palliatifs. Mon père s'est mis à la menuiserie. Nous dînons ensemble une fois par mois maintenant. Les conversations sont guindées, parfois prudentes, mais elles sont plus honnêtes que tout ce que nous avions partagé auparavant. Ils posent des questions sur mon travail, ma vie, mes projets. Ils écoutent les réponses. J'ai acheté un petit cottage avec un jardin, quelque chose que grand-mère Rose aurait adoré. J'ai planté des rosiers le long du chemin d'entrée. Chaque printemps, quand ils fleurissent, je pense à sa voix sur cet enregistrement, me disant de ne laisser personne me rabaisser. Les limites, ai-je appris, ne sont pas des murs destinés à exclure les gens. Ce sont des clôtures qui définissent où vous terminez, et où les autres commencent. C'est la manière dont vous apprenez aux gens à vous aimer correctement. Mon héritage n'était pas seulement de l'argent ou une propriété. C'était un cadeau de respect de soi, enveloppé dans des documents juridiques et des conversations enregistrées. C'était la dernière leçon de ma grand-mère, que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de disparaître, juste pour mettre les autres à l'aise. Ce Thanksgiving m'a appris quelque chose d'inestimable. Parfois, il faut faire exploser toute la table du dîner, pour que les gens finissent par vous voir assis à cette même table.